engagez-vous pour des causes, engagez-vous pour que ce ne soit pas simplement votre vie professionnelle qui soit réussie. Il y en est un parmi vous qui pense que je suis un sale type qui fait libérer des criminels, qu'il vienne me le dire. Tout ce qui relevait du climat ou de l'environnement en général était passé un petit peu au second plan. Surtout, n'écrivez pas de livres. Si vous commencez à écrire, vous allez perdre la mémoire. Et bien, ça s'est produit. Paris, c'est une machine à vous faire rencontrer, à vous élever. Et c'est ça que nous devons conserver. De manière plus émotive, plus sensuelle peut-être, j'étais en quelque sorte tombé amoureux de l'équation en elle-même. C'est en ce sens que je veux être le premier maire véritablement écologiste de Paris. Monsieur Villani, monsieur le député, bonsoir. Tout d'abord, merci beaucoup. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir dans des conditions très particulières, bien évidemment, donc en live. Donc pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas encore, je vais rapidement vous resituer. Vous êtes normalien, mathématicien de formation, spécialiste de l'analyse. En 2010, vous êtes lauréat de la prestigieuse médaille Fields. Vous avez également dirigé l'Institut Henri Poincaré de 2009 à 2017 à Paris. Depuis 2017, vous êtes député de la 5e circonscription de l'Essonne, dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Et également, en 2020, vous êtes candidat aux élections municipales de Paris. Est-ce que vous voulez dire un premier mot pour débuter cette conférence ? On se retrouve ici dans un territoire qui m'est familier et qui m'est cher à plusieurs titres. Vous l'avez bien dit, ici c'est le territoire dont je suis député, la circonscription dans laquelle je suis député, mais c'est aussi avant tout un lieu de science, un lieu de partage, un lieu où on expose des choses qui me ramènent à mon identité de scientifique et plus encore d'enseignant. Et une partie fondamentale de ma vie a été consacrée à faire des cours dans des amphithéâtres comme celui-ci, des exposés sur tous les continents, dans, je ne sais pas, peut-être 80 pays. Et à chaque fois que je suis dans l'un de ces lieux, où que ce soit dans le monde, je me sens chez moi. Merci beaucoup. Donc nous allons commencer par un premier thème, donc pour parler de votre entrée dans le monde parlementaire. Donc tout d'abord, comment vous êtes-vous adapté à ce changement de monde en 2017 ? C'est un vrai changement. On plonge dans un bain dont on a peine à apprécier les contours. J'ai éprouvé le besoin de raconter en grand détail comment ça s'est passé dans un livre qui s'appelle Immersion, parce que vraiment, immersion dans un nouveau bain. Et il y a beaucoup de choses, beaucoup de problèmes qui se posent à vous que vous n'anticipiez pas. Par exemple, le problème le plus sérieux qui se pose quand vous devenez député, c'est l'emploi du temps, sans doute. Emploi du temps labyrinthique, compliqué, où il faut être partout à la fois, à 3 endroits à la fois, littéralement, et où vous devez constituer votre équipe, partager les missions, etc., etc. Le début est très rock'n'roll. Après viennent toutes les complications, les joies, les avantages que ça peut avoir. S'il fallait citer un souvenir entre tous qui m'est cher dans mon mandat de député, c'est sans conteste le travail que j'ai pu faire sur l'affaire Maurice Audin. Et le jour du discours du président de la République, 13 septembre 2018, au cours duquel il a reconnu une implication de la France forte, non seulement sur l'affaire Maurice Audin, mais sur l'organisation générale de la répression pendant la guerre d'Algérie. Et c'est un dossier sur lequel j'ai été parmi d'autres à m'engager pour que ça puisse aboutir, et où ça aboutit plus vite et beaucoup plus fort que ce qu'on aurait pu espérer. Et puis, s'il y a des souvenirs, un souvenir illustrant à contrario ce qu'il peut y avoir de difficile et désagréable quand vous êtes député, je vais parler du débat récent à l'Assemblée nationale. C'était le 8 octobre 2020, dans lequel je portais un projet de loi sur la cause animale, un projet de loi que vous portez, une proposition de loi, hein, quand vous êtes parlementaire, vous apportez des propositions de loi. Le fait de pouvoir l'inscrire à l'ordre du jour,
les auditions, le travail que vous menez en amont avec des associations, avec des acteurs, ce sont des centaines et centaines d'heures avec beaucoup de collaborateurs. Tout ce travail a été anéanti quand il est arrivé que, par des manœuvres d'obstruction très efficaces de la part de certains groupes parlementaires, il n'y avait finalement plus du tout le temps de discuter de cette proposition de loi. On a pu discuter sur l'article 1 et encore, de sorte que tout le travail a été anéanti d'un coup. Et ce genre de choses, ça arrive, ça fait partie du métier, de tous ces rouages compliqués de la vie publique. D'accord, merci Monsieur Villani pour cette réponse. Donc vous avez parlé de Maurice Audin. Vos premiers travaux au Parlement ont été très très proches du monde scientifique. Qu'est-ce que vous en avez retiré ? Le monde scientifique, le monde politique ont besoin de se parler encore et encore et encore. Et tout ce qu'on peut faire pour mettre de l'huile dans les rouages, pour apporter les uns à travailler, amener les uns à travailler avec les autres est important. Je le vois quasiment tous les jours. Là encore aujourd'hui, j'étais dans une réunion avec des scientifiques me disant « mais visiblement, ils n'ont pas assez de contact avec les politiques qui sont en train de travailler sur des affaires qui les concernent directement. » Et c'est une énergie à sans cesse insufflée. Les missions dont j'ai été chargé, en premier, il y a eu la mission sur l'intelligence artificielle qui a eu un très gros retentissement. J'en ai retiré que d'abord, quand on met le travail bien sur la table, quand on arrive à réunir tous les partenaires, à organiser le bon niveau d'édition, on peut avoir des rapports qui tiennent la route, qui font bouger les choses. Et puis ce que j'ai vu après, c'est qu'il faut toujours garder un œil sur le sujet en tant que parlementaire. Je suis en train en ce moment de reprendre, de réorganiser des auditions, des rencontres sur le contrôle de la stratégie. Et c'est quelque chose qu'il ne faut jamais lâcher l'affaire, si vous voulez. Il y a le rapport qui donne une feuille de route pour la suite. Il faut encore être dans la construction, dans le contrôle de l'exécution. Je suis depuis peu président de l'Office parlementaire scientifique, ou son nom complet, Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Et chaque jour de travail dans cet office, on se rend compte aussi de l'importance de ces contacts entre scientifiques et politiques. Ce matin, nous avions une séance jointe avec les académies de médecine et académies des sciences. On a parlé de psychiatrie. Et là encore, nous sont venus des messages importants sur ce sujet que j'emporte avec moi en tant que politique et qu'on va pouvoir faire prospérer. Merci pour cette réponse. Donc la politique, c'est aussi, et même le monde scientifique, c'est beaucoup de paroles et de discours. Y a-t-il une différence ? Et quand vous êtes parlementaire, par définition, votre travail, c'est de parlementer, c'est de parler, et tout se joue effectivement dans la parole. La parole qui interpelle, la parole qui répond. La démocratie, on sait que c'est le vote et le débat sincère, contradictoire, et évidemment, le temps de parole est considérable. Évidemment, et bien sûr, à ce propos, y a-t-il une différence selon vous entre la manière de s'adresser à des personnalités politiques, à l'Assemblée, et à des personnalités du monde scientifique plus généralement ? En fonction de votre auditoire, le vocabulaire que vous utilisez, les mots, et encore plus important, les références culturelles seront différentes, bien sûr. Et cette nécessité de changer un peu de langue ou d'adapter le langage, je l'ai vu déjà de façon très forte dans le passage de ma carrière de scientifique à ma carrière de vulgarisateur. Dans les conférences que j'ai enregistrées, mon cycle à la Maison des Métallos, dans les livres que j'ai écrits, à chaque fois, il fallait changer légèrement, comme je dis, le langage, les mots et plus encore les références culturelles, la façon de prendre les exemples. Et c'est pareil dans le monde politique aussi. Il faut trouver les exemples, les références qui feront que les messages passeront. Merci Monsieur Villani. Donc, on le rappelle, vous êtes un scientifique de renom, lauréat de la médaille Fields. Comment avez-vous fait pour vous départir de votre image de scientifique ? Est-ce que finalement il y a un revers de la médaille Fields ? Très bon jeu de mots. La médaille Fields, vous savez, ou peut-être commencer justement à son revers. Il y a l'avers et le revers. D'un côté, la tête d'Archimède. De l'autre côté, les inscriptions. De l'autre côté, il y a une inscription qui représente un théorème. Théorème d'Archimède qui lie le volume de la sphère au volume du cylindre dans lequel s'inscrit la sphère. Un très beau théorème. Et il y a, avec la médaille Fields, un revers considérable, c'est que si vous faites sérieusement
le travail vers lequel vous mène la médaille Fields, ça handicape de façon très forte votre carrière scientifique. Alors on sait en général que le prix Nobel, la médaille Fields plus encore parce qu'elle arrive quand vous êtes jeune, va plutôt en contradiction de la carrière de mathématicien. Tous les médaillés Fields voient leur rythme de production baisser après la médaille Fields, et c'est normal. Ça vient quand vous avez moins de 40 ans, donc à un moment où vous êtes extrêmement productif, mais ça vient en vous portant toutes sortes d'autres tâches. Des conférences de vulgarisation, du contact avec les politiques, avec la presse, avec le monde extérieur. Vous devenez un porte-parole. Évidemment que ça va à contraire de votre tâche de scientifique. Alors, il se trouve que j'ai pris toutes ces autres tâches encore bien plus au sérieux que la majorité de mes collègues et que je me suis lancé à fond dans les activités de direction, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, avec l'Institut Henri Poincaré, dans les activités de vulgarisation, comme je disais, dans des activités associatives, dans des dossiers tels que enseignement supérieur des mathématiques en Afrique ou création de lieux de rencontre et de dialogue comme le ciné-club de la rue des Écoles, le ciné-club à Paris, univers convergent dans lequel, à partir de films d'auteurs, on engageait des discussions scientifiques entre experts scientifiques et le public sur un mode pluridisciplinaire très régulièrement. Bref, toutes sortes d'autres rôles qui sont venus assez rapidement, finalement, manger ma carrière de scientifique. D'accord, mais quand vous êtes arrivé à l'Assemblée, même si vous aviez eu des rôles entre guillemets moins scientifiques en tant que directeur de l'Institut Poincaré et tout ce que vous avez dit, est-ce que ça a été dur et comment vous avez fait pour vous faire vraiment votre place, vous faire accepter au sein de l'Assemblée à votre arrivée? Au début à l'Assemblée, on m'a regardé un peu comme une bête curieuse avec un capital sympathie incontestable. Et puis il y a eu quelques épisodes cocasses. Je me souviens, il y a eu un échange de tweets très commenté avec Jean-Luc Mélenchon. Il y a eu une période d'acclimatation peut-être, et puis il y a eu la mission intelligence artificielle. Et puis j'ai été très très ouvert à la discussion avec l'ensemble de l'Assemblée, l'ensemble des groupes parlementaires. Et puis petit à petit, enfin assez rapidement, je me suis retrouvé dans le bain, et assez rapidement, je me suis retrouvé aussi finalement embrigadé dans des affaires politiques assez complexes, et parfois un peu trop. Merci. Et donc pour revenir sur vos premiers travaux en tant que parlementaire, donc je pense notamment à votre travail sur la mémoire de Maurice Audin, également sur votre rapport sur l'intelligence artificielle et sur un autre rapport sur l'enseignement des mathématiques. Oui, avec Charles Torossian, vous avez raison. Oui. Là aussi, un exemple de rapport sur lequel nous avons fait un travail extrêmement, travail de synthèse et de consensus à l'écoute de quantité d'acteurs. Un rapport qui représentait un jalon très important et qui est en cours de mise en œuvre. Mais alors, entre le rapport et la mise en œuvre, on se heurte à la réalité extrêmement compliquée, les questions de ressources humaines, les questions d'organisation, la dure loi de ce qui est matériel. Et puis, ce n'est pas les mêmes personnes qui portent le rapport et qui mettent en œuvre. Et donc, Charles Torossian continue à suivre ce dossier. C'est un dossier qui avance, même si cela n'est pas visible et en lumière. Et c'est un dossier qui portera ses fruits, j'en suis sûr, mais ça peut durer, ça peut prendre longtemps avant que la mise en œuvre soit effective. Merci beaucoup. Ça, c'est un des grands... Quand vous êtes à l'extérieur de l'Assemblée, vous vous dites, bon, s'il y a un bon rapport, un bon plan, et enfin, si la voix du scientifique pouvait se faire entendre, les choses iraient mieux. Non, c'est une étape, avoir le plan, la voix des scientifiques, entendu tout ça. Mais après, il y a la mise en œuvre. Et il ne faut surtout pas lâcher l'affaire en se disant l'intendance suivra, les ministères mettront les choses en œuvre et tout ça. C'est très, très compliqué. Après, c'est beaucoup plus compliqué la bonne mise en œuvre que le bon plan, le bon rapport. Merci beaucoup. C'est la fin de cette première partie. Nous allons passer une deuxième partie. Donc après vos débuts à l'Assemblée nationale, vous êtes devenu un parlementaire aguerri, affirmé, avec forcément. Il y a toute une technique, science. Parce qu'évidemment, vous naviguez entre les groupes parlementaires, les commissions, l'emploi du temps, votre circonscription, le travail extérieur, les dossiers que vous suivez particulièrement.
En ce moment, je suis des dossiers tels que dossiers handicap, des dossiers sur la cause animale, un dossier sur l'instruction en famille, des dossiers internationaux. Enfin bref, chaque parlementaire qui prend son rôle au sérieux a comme ça aussi son ensemble de sujets sur lesquels il travaille, sur lesquels il se documente, sur lesquels il reçoit des associations, des familles, etc. Toute une organisation. Finalement, c'est une sorte de puzzle au quotidien. C'est un puzzle quotidien, oui. Et l'emploi du temps est un puzzle terrible. Mon équipe appelle ça jouer au Tetris, remplir l'emploi du temps de leurs députés. Merci beaucoup. Donc, c'est la fin de cette première partie. Donc, on passe maintenant à une partie où vous êtes, le temps est passé. Vous avez déjà fait vos premiers pas à l'Assemblée nationale. Donc, une de vos implications les plus importantes encore aujourd'hui, c'est au sein de l'OPEXT, comme vous l'avez dit précédemment, donc l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui est une interface entre le monde politique et le monde scientifique, donc qui est très importante. Quels sont les rôles et les enjeux d'un tel organisme au Parlement? L'OPEXT, ou pour faire bref, Office parlementaire scientifique, bref par rapport au nom complet qui est Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'OPEX est une très belle institution qui est née dans les années 80 et qui est là pour conseiller, instruire le Parlement sur tous les dossiers hautement techniques, dossiers scientifiques. Il est né de la volonté d'instruire le Parlement sur les sujets nucléaires. Le nucléaire est toujours à l'ordre du jour et très régulièrement on a des auditions de tous les acteurs du nucléaire, l'ASN, les opérateurs, EDF, Framatome, tout ce que vous voulez, des associations, etc. Mais on a diversifié et maintenant ça s'occupe de tous les sujets. À titre d'exemple, nous venons d'être saisis par le président de l'Assemblée nationale du sujet de la stratégie vaccinale. Donc c'est notre rôle à l'OPEXT que de réaliser les auditions, synthèse, rapport, audition publique, et le résultat, on le prépare pour nos collègues parlementaires. Premier public, les collègues parlementaires, et second public, la société en général. Et comme cette mission est hautement sensible, nous avons nommé 4 rapporteurs, 2 députés, 2 sénateurs, avec différentes nuances politiques qui sont représentées. Il y a de la gauche, de la droite, du centre, de la République en marche. Et justement, la volonté de l'OPEX de travailler de façon transpartisane, efficace, pragmatique, et bicamérale, à la fois à l'Assemblée et au Sénat, c'est ce qui nous caractérise. L'OPEX réalise des rapports qui sont présentés et assumés par les politiques, par les parlementaires. Il y a d'autres institutions dans le monde qui ressemblent, mais dans lesquelles ce sont les experts, les scientifiques qui assument les rapports. Ce n'est pas le cas à l'OPEX. Nous avons des conseillers, nous avons aussi des scientifiques permanents au service de l'OPEX. C'est une innovation que j'ai moi-même mise en œuvre. Aujourd'hui, nous avons plusieurs jeunes scientifiques qui sont à temps plein à l'OPEX pour aider la construction. Par exemple, sur le sujet vaccinal, c'est une jeune spécialiste, docteur en biologie qui s'appelle Mathilde Lecomte et qui traite tous les sujets liés à la biologie, liés à la médecine et qui travaille en interaction avec les administrateurs de l'OPEX et avec les parlementaires à la production de ces rapports. Alors, l'OPEX est là pour que justement, les choix puissent être faits. C'est pour ça que c'est l'évaluation des choix. L'OPEX dit, voilà ce que dit la science. Ça ne va pas jusqu'au bout de la décision, parce qu'au-delà de l'analyse de l'expert, il y a les choix qui peuvent se faire sur des valeurs, sur des priorités, sur des choix politiques. Ça, ce sont les groupes parlementaires, c'est le débat parlementaire qui va le donner, mais en amont, les parlementaires de l'OPEX instruisent tous les aspects scientifiques du sujet. Et quand je dis tous les aspects scientifiques, c'est aussi bien les questions qui relèvent de la biologie, que de la physique, que des sciences humaines et sociales, etc. Merci Monsieur Villani pour cette réponse. Donc avec l'OPEX et notamment aussi dans votre rapport sur l'IA, vous avez travaillé avec de nombreux experts. Donc selon vous, les experts doivent-ils rester de simples conseillers au service des décisionnaires ou alors prendre la place, ou en tout cas agir en tant que décisionnaires? Il y a une question de sémantique, je dirais, dans la façon de poser la question. À partir du moment où l'expert se transforme en décisionnaire, c'est un autre rôle qu'il prend. Alors, vous pouvez avoir des gens qui ont les 2 casquettes, qui sont à la fois experts et décisionnaires. Vous pouvez aussi avoir des situations dans lesquelles il y a l'expert qui se cantonne à son rôle d'expert et qui passe le relais aux décisionnaires pour prendre les décisions. Je prends un exemple, et justement, qui a trait aux sciences humaines et sociales. Nous avons un débat qui va arriver bientôt sur l'instruction en famille, parce que le président de la République a exprimé le souhait que l'instruction en famille soit abrogée, sauf pour les cas qui sont liés à la santé.
Et il y a beaucoup de discussions là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose à faire? Est-ce que c'est pas quelque chose à faire, etc. En tant que parlementaire, c'est un sujet dont je me suis emparé et pour lequel j'ai été amené à rencontrer des experts, des universitaires, en particulier un chercheur qui travaille à l'université de Cergy. Et avec son équipe, ils nous ont bien dit, nous, on est parmi les rares experts sur ce sujet, on travaille sur la sociologie de l'instruction en famille pour établir une cartographie que actuellement personne n'a. On connaît le sujet mieux que personne sans doute, mais on ne veut pas prendre position. En revanche, on analyse et on met cette analyse à disposition de qui veut s'en emparer. Donc eux passent le relais et en l'occurrence, je m'en suis emparé en tant que politique, en disant pour telle raison et au vu de ce qu'on me dit, je pense que c'est une très mauvaise idée d'abroger l'instruction en famille, etc. etc. Tant qu'on sait qui est qui, dans quel rôle les choses se font, il n'y a pas de problème. Il y a des classifications et des ouvrages sur le mariage entre l'articulation entre experts et, disons, scientifiques et politiques. C'est jamais simple. Dans tous les pays du monde, c'est compliqué. En France, ça ne marche pas bien. On le voit, par exemple, dans ce que le Conseil stratégique de la recherche, l'organisme qui est censé être le conseil scientifique du gouvernement, il ne fonctionne juste pas. J'en ai été membre à un moment, c'était juste, ça faisait pitié de voir à quel point il était saisi en retard, ou dysfonctionnel, ou jamais sur le bon sujet, et ça n'a pas changé. Donc ça marche guère en France. Cependant, il y a des études, et en particulier dans le monde anglo-saxon, et des chercheurs qui ont travaillé spécifiquement à faire des comparaisons. Quels sont les différents modes de conseil du scientifique au politique? Quelle est la bonne articulation? Dans certains sujets, le scientifique va être dans son bon droit pour faire pression directement. C'est le cas du GIEC, qui sont des experts qui font pression sur les politiques, qui s'engagent sur la cause climatique. Dans d'autres cas, les scientifiques vont plutôt être dans une démarche de présentation de choix, en disant nous n'allons pas arbitrer entre telle et telle chose, mais voici différents choix cohérents et c'est aux politiques de trancher, de choisir soit l'un, soit l'autre. Il y a un ouvrage de Roger Pilk qui s'appelle The Honest Broker, qui n'a pas été traduit en français et c'est symptomatique justement, que c'est surtout la littérature anglo-saxonne là-dessus, qui est très éclairant par rapport à ça et qui distingue en fonction du degré de connaissance sur le sujet, en fonction de l'urgence sur le sujet, les différentes formes qu'il faudra prendre, en fonction de s'il y a un consensus ou pas, et distinguant bien un thème tel que le climat ou un thème tel que les vaccins ou qui sait quoi. Merci Monsieur Villani. Alors pour la prochaine question, nous allons laisser la parole à Monsieur Étienne Klein, que vous connaissez, cher Étienne, qui est enseignant à l'École centrale Supélec, chercheur et philosophe des sciences. Cédric, je suis ravi d'apprendre que tu rends aujourd'hui visite aux élèves ingénieurs de l'école centrale Supélec, que je connais bien. Je voudrais te poser une question à propos des ingénieurs. Les ingénieurs sont souvent perçus par une partie du public comme étant ce que j'appellerais des intellectuels de l'agir technologique. On attend d'eux qu'ils s'expriment sur ce qu'ils savent, sur ce qu'ils pensent de ce qu'ils savent, sur ce qu'ils pensent de ce qu'ils font, car ce qu'ils font change davantage la vie des gens que certaines lois qui sont votées au Parlement. Or, on les lit peu, il y a très peu de tribunes dans la presse, par exemple, qui sont écrites par des ingénieurs. Est-ce que tu penses qu'ils devraient davantage s'engager dans le débat public, notamment autour des nouvelles technologies? Je pense à la 5G, je pense à l'intelligence artificielle, ou est-ce que tu considères qu'un peu comme ils le font aujourd'hui, sauf exception, ils font bien de rester un petit peu dans le rang? Voilà. Je te remercie d'avance pour ta réponse. Merci pour cette belle question. Sans hésiter, les ingénieurs doivent participer au concert, au débat public, mais il y a différentes modalités. Et vous aurez des ingénieurs qui s'exprimeront en tant qu'experts, d'autres qui voudront donner leur opinion sur un débat de société, et c'est très bien tant qu'on sait quelle est la casquette avec laquelle on va parler. De la même façon que c'est pas la même chose si je m'exprime sur l'équation de Boltzmann ou si je m'exprime sur l'instruction en famille. Il y a un cas dans lequel je m'exprime parce que c'est un sujet, parce que je suis l'un des experts reconnus internationalement et que j'apporte un regard
qui est marqué par ça. Dans l'autre cas, c'est un sujet que j'aborde en tant que politique et parce que j'ai pris le temps de travailler, mais ce n'est pas moi l'expert directement sur le sujet. Ça n'empêche pas qu'on a le droit de s'exprimer comme tout le monde. L'ingénieur ou le spécialiste, souvent, a la conviction qu'il n'a pas le droit de s'exprimer sur un autre sujet que celui dont il est expert. C'est un problème. Il suffit d'allumer la télévision, si vous en avez, pour voir sans arrêt des gens s'exprimer sur des sujets sur lesquels ils n'ont pas d'expertise. Et c'est OK tant qu'on sait bien qui est dans quel rôle. Le pire, c'est quand quelqu'un prétend s'exprimer en tant qu'expert et s'exprime sur un sujet qui n'est pas le sien, ou est expert d'un sujet, et s'exprime comme s'il était un expert sur le sujet d'à côté. Hélas, pendant la crise du Covid, on a vu ce profil assez souvent sur des plateaux de télévision. Alors, je ferai remarquer que certaines des organisations non gouvernementales et des groupes de pression les plus intéressants qu'on ait vu surgir ces dernières années sont animés par des gens qui sont des experts ou des ingénieurs reconvertis. Prenez par exemple sur la question énergétique une organisation telle que Negawatt. Ce ne sont pas des, entre guillemets, doux rêveurs qui se disent il faut diminuer la consommation comme ceci et comme cela sans rien y connaître. Ce sont des gens qui ont une formation d'ingénieurs poussés, qui savent ce que c'est qu'une mégajoule, qui savent ce que c'est que le fonctionnement d'un appareil et qui se lancent là-dedans avec des calculs à l'appui. Vous prenez un autre exemple de ce coin-ci, une figure extrêmement intéressante, controversée, haute en couleur comme Jean-Marc Jancovici, lui aussi avec une formation scientifique extrêmement poussée et qui s'exprime aussi comme le ferait un décisionnaire, en l'occurrence quelqu'un qui représente, qui est investi dans son think tank du Shift Project, dans son think tank du Shift Project, et qui milite avec dans le débat public, avec une voix forte, avec laquelle on peut être d'accord ou pas d'accord, mais qui fait entendre un point de vue d'autant plus intéressant qu'il est ingénieur. Et puis, on va aller chercher dans les profils de superstars internationales entrepreneurs. Prenez quelqu'un comme Elon Musk, même si évidemment il y a des prises de position délirantes à l'occasion, même s'il y a des choix qu'on ne peut pas approuver, il a cette particularité quand même que c'est quelqu'un qui est arrivé, qui s'exprime dans ces sujets de giga-entreprises, dans les sujets du monde de demain, avec un regard d'ingénieur. Et ça sous-tend tous ses projets, quand il vous parle de grandes fermes, de grandes fermes solaires, ou quand il vous parle de ses visions sur le transport, ou du Hyperloop, ou de qui sait quoi, à chaque fois, il y a un regard d'ingénieur derrière. Et c'est une voix intéressante dans le débat public. Mais avec ces experts qui sont des experts dans un domaine, il n'y a pas un risque d'unilatérité. Par exemple, un expert de la transition énergétique n'aura peut-être pas tout le côté économique des décisions. Il n'y a pas un risque qu'il soit unilatéral et qu'il ne voit que le monde selon son point de vue? Tant que vous avez des voix différentes pour défendre différents points de vue, tout va bien. Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait de toute façon une personne qui puisse synthétiser tous les points de vue. C'est toujours la réflexion collective est toujours plus forte que la réflexion individuelle. Et on le voit bien quand on est scientifique sans arrêt. Scientifique, c'est un monde de gens qui sont hyper spécialisés. Pourtant, la science est plus interdisciplinaire que jamais. Et pourtant, les découvertes qui se font en ce moment, elles sont plus remarquables que jamais en termes de dialogue entre les uns et les autres. Et c'est pas parce qu'il y a des savants universels, comme on pouvait avoir encore dans certains sujets au XIXe siècle. On dit que Poincaré était le dernier humain à avoir une connaissance de l'ensemble des sciences mathématiques de son époque. C'est bien parce qu'il y a le dialogue entre des personnes différentes. Et c'est pareil dans le débat public. Il ne faut pas croire qu'il y a une personne qui va savoir tout ou qui va avoir tous les angles de l'affaire. Il vous faut le mariage, le brassage entre les personnes qui ont les points de vue. Une qui connaît bien la technique, une qui connaît bien l'économie, une qui connaît bien les aspects sciences humaines et sociales, etc. Et c'est la philosophie qu'on a aussi à l'OPEX, bien sûr. Quand on organise l'audition, c'est toujours en contradictoire, avec les points de vue différents qui se répondent et qui se complètent. Et vous apprenez beaucoup plus dans une audition où il y a 3, 4 intervenants qui défendent des points de vue différents et parfois contradictoires, que dans une audition où vous avez une seule personne qui vous expose son point de vue. Même quand il y a la contradiction, vous pouvez avoir un peu un moment où vous dites « je ne comprends pas », l'un dit ceci, l'autre dit le contraire,
identifier ce qui fait qu'ils sont pas d'accord, ça vous fait progresser de façon gigantesque. Merci pour votre réponse. Vous venez de parler de l'OPEX. Quand vous êtes arrivé en 2017 à votre poste de député, l'OPEX avait besoin d'être réformé. C'est ce que vous avez fait d'abord en tant que président, puis en tant que premier vice-président. Que pensez-vous que... Je suis président à nouveau maintenant. Ah, après, oui, effectivement. Oui, le balancier est tourné. J'ai été président éphémère au tout début de mandat. Puis la présidence est partie au Sénat. Puis la présidence est revenue à l'Assemblée nationale. Il y a eu un vote qui était sous une autre configuration que la première fois, puisque cette fois elle était non inscrit dans aucun groupe parlementaire. Mais j'ai été encore élu, confirmé président de l'Office parlementaire scientifique. Donc vous avez réformé cet organisme. Que pensez-vous que l'état d'un tel organisme et qui a un rôle très important dans la vie parlementaire révèle sur finalement le débat entre le monde politique et le monde scientifique aujourd'hui? En premier, je tiens à nuancer. Oui, il y avait besoin de réformes, on a travaillé là-dessus, mais il y avait aussi une tradition exceptionnelle, une très grande qualité et des très grandes compétences dans les ressources humaines qui étaient présentes et qu'il fallait permettre de mieux mettre en valeur. Donc il s'agissait d'étoffer l'équipe, de changer les réflexes pour s'inscrire dans des calendriers plus courts. Il s'agissait de raffermir les liens avec les académies des sciences et avec d'autres organismes. Il s'agissait aussi de recruter, comme j'ai dit tout à l'heure, des scientifiques permanents, en permanence rattachés à l'OPEX. Voilà, tout ça, ça faisait partie de cette réforme, mais ça s'appuie quand même sur une base exceptionnelle. Les rapports de l'OPEX sont connus, reconnus depuis longtemps. La stratégie, la doctrine de l'État en termes de masques, on sait bien qu'il y a eu tout ce débat quand c'est arrivé, la doctrine inscrite dans l'État était la bonne. Alors après, le stock du milliard de masques, il n'était pas là pour diverses raisons, des questions administratives, des questions ministérielles, tout ce que vous voulez, mais la stratégie était la bonne et elle avait été définie par un rapport de l'OPEX il y a une douzaine d'années. Donc il y avait déjà une grande tradition importante. Là où l'OPEX a des progrès considérables à faire, c'est dans la visibilité. Visibilité auprès du Parlement, visibilité auprès du public. Et on a travaillé là-dessus, et on continuera à travailler là-dessus. Et il faut bien garder en tête, pour saisir le rôle de l'OPEX, la situation institutionnelle française. D'abord, on sait bien, ce n'est pas un scoop, on est dans une 5e République avec un Parlement faible. C'est un gouvernement que les institutions favorables, et on sait bien, on le voit bien dans les débats à l'Assemblée, le gouvernement a toujours le droit de demander un revote quand il y a un vote du Parlement qui lui convient pas. Il y a les moyens tels que le 49.3, d'autres moyens qui permettent dans la Constitution au gouvernement à la fin de gagner, dès qu'il a une majorité à l'Assemblée nationale. Et cependant, on a un gouvernement qui n'a pas d'organisme reconnu, efficace auprès de lui pour le conseiller scientifiquement. Alors, si vous voulez, il n'y en a pas ou il y en a trop, au sens où ça devrait être, et c'est parfois le rôle de l'Académie des sciences, ça pourrait être le rôle de la Haute Autorité de Santé en matière de santé, ça pourrait être le rôle, toujours pour les questions de santé, du Haut Conseil de la santé publique, ça pourrait être, etc. Et pourtant, malgré tout ça, quand le Covid est arrivé, le gouvernement a éprouvé le besoin de créer un conseil scientifique, et puis d'en créer un second, et puis de créer des institutions et des conseils à chaque fois, pour combler un vide au sens où les réflexes et la culture de ce conseil du scientifique au gouvernement ne sont pas bien ancrés. Alors, si au Parlement, on peut réussir à ancrer des bons réflexes et de bonnes méthodes sur le conseil du scientifique aux parlementaires, ça sera d'autant mieux. Alors maintenant, accessoirement, j'appelle de mes voeux une évolution de la pratique politique en France où le Parlement deviendrait plus fort. Nous sommes un régime parlementaire au sens technique où le gouvernement engage sa responsabilité devant le Parlement, mais en vérité, c'est un régime semi-parlementaire. Ce n'est pas un vrai régime parlementaire qu'on a en France. Merci pour votre réponse. Nous allons passer à une nouvelle question. Donc, très récemment, le projet de loi sur la programmation pluriannuelle de la recherche a été adopté par le Parlement. Ce projet prévoit notamment une augmentation des moyens de l'enseignement supérieur et de la recherche. Quel est votre regard en tant que parlementaire et en tant que scientifique sur cette réforme et sur ce projet ?
long roman. J'ai été impliqué dans cette loi de programmation de la recherche. Au début, on disait loi de programmation pluriannuelle de la recherche. Dès le tout début, et je me souviens très bien du coup de fil du directeur de cabinet de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche à l'époque, me disant « ça y est, on est en train de réussir à aligner les astres, il va y avoir une fenêtre dans laquelle Matignon, Bercy, la rue Descartes pour le ministère de l'enseignement supérieur vont être alignés pour qu'on puisse avoir une programmation ambitieuse enfin en termes de recherche ». Et où il me disait que je devrais rejoindre l'un des groupes de travail qui allait préfigurer cela. C'était il y a un bail déjà. Et donc j'ai fait partie d'un de ces 3 groupes de travail. J'étais en particulier avec Antoine Petit, le président du CNRS, et Sylvie Retailleau, bien connue ici, et avec qui nous avons fait une excellente équipe, je le crois, et en tout cas, c'était le début d'une affaire pendant laquelle on a suivi les évolutions et les méandres de ce projet. Et c'est un projet qui est venu dans la douleur. D'abord parce qu'il s'est passé beaucoup trop de temps et ça a permis à toutes sortes d'inquiétudes de se cristalliser. Beaucoup trop de temps entre le début de la mission de préfiguration et l'arrivée du vrai projet de loi émanant du ministère. Ensuite, parce que certaines inquiétudes sur les ressources humaines n'ont jamais été dissipées clairement, certaines inquiétudes sur les contrats de travail et tout ce que vous voulez. On a vu en février les laboratoires à travers la France s'embraser partout, des grèves, des actions très difficiles et tout ça. On a vu la tension se calmer plus ou moins ensuite. On a vu les débats arriver. Enfin, ça a été un long roman. Ce que je peux dire, par rapport à toutes les critiques, et vous en avez entendu forcément ici, paquet de critiques contre la programmation de la recherche. Il y en a beaucoup qui, pour moi, ne sont pas fondées. Et il y en a certaines qui posent vraiment problème. Et les pires sont celles qui sont arrivées tout à la fin, qui font qu'à la fin, j'ai voté contre la loi, alors que j'étais impliqué dès le début. Quand on dit il va y avoir de la précarisation supplémentaire avec les CDI de mission, pour moi, ce n'est pas un bon argument. Les CDI de mission ne sont pas des CDI, bien sûr, le nom est peut-être mal choisi, mais ils sont là pour remplacer d'actuels CDD faits à répétition. Ils ne sont pas là pour remplacer les postes permanents. Quand on dit les tenure track ou les chaires d'excellence, ça a tel et tel inconvénient, ok, peut-être, mais il reste limité. J'avais proposé avec d'autres parlementaires que ce soit limité à 15% du recrutement, finalement c'est 20%, ça reste une petite minorité par rapport à l'ensemble. Quand on dit avec cette loi, il ne va pas y avoir de recrutement possible, ce n'est pas vrai, parce que la démographie dans les 10 ans qui viennent sur les postes permanents est bien meilleure, bien plus favorable que dans les 10 années écoulées. Donc, et quand on dit l'ambition budgétaire n'est pas au niveau, n'est pas bonne, il faut être honnête. Il y a quelques années, quand avec quelques médaillés Fields ou prix Nobel, on avait fait une action coup de poing dans les journaux, puis rencontre à l'Élysée auprès de François Hollande pour récupérer quelques centaines de millions d'euros qui avaient été annulés de façon très brutale par le gouvernement à l'époque, notre petit groupe avait été salué par des héros comme la communauté. Les sommes dont on discute aujourd'hui, c'est 5 milliards de budget permanent en plus. C'est plus de 10 fois la somme que nous avions récupérée à l'époque. Et on l'avait juste récupérée. Ici, il s'agit d'une augmentation. Donc c'est une augmentation importante. Ce qui est vrai, c'est la critique sur le fait que l'augmentation se fait sur une longue durée. Elle est compensée en partie par le fait que le plan de relance, il y a un volet dans la recherche qui est non négligeable. Certains vont vous dire avec raison, oui, mais il va y avoir une dévaluation, il va y avoir de l'inflation. Le milliard dans 10 ans, évidemment, il vaudra nettement moins que le milliard d'aujourd'hui. C'est vrai aussi, mais le Parlement a les moyens de revenir là-dessus régulièrement en faisant des actualisations dans les lois de finances. Ça, ce n'est pas un problème si le Parlement prend les choses au sérieux. En revanche, ce que je ne pouvais pas accepter, à la fin des fins, c'était qu'arrive, sans débat préalable, une remise en cause partielle du rôle du CNU, dans un contexte hypersensible, et une remise en cause du régime de sécurité, de tranquillité dans les établissements universitaires. Donc cet article en plus, très commenté, qui est arrivé sans débat à l'Assemblée nationale, qui installe un délit pénalement répréhensible pour le fait d'attenter, de porter atteinte à la tranquillité, de s'introduire dans les établissements universitaires pour porter atteinte à la tranquillité. Il est recopié du Code de l'éducation, c'est pas possible. On ne peut pas dire que dans les universités, ça doit être le même régime que dans les lycées. Ça, c'est une atteinte pour moi
intolérable à la liberté qui règne sur les campus universitaires depuis presque 8 siècles, littéralement, et donc je ne pouvais pas voter ça. D'accord, merci Monsieur Villani encore une fois pour cette réponse. Et ce n'est pas faute d'avoir alerté le ministère sur les dangers que représentait ce nouvel ajout. Donc on le rappelle, nous sommes ici sur le plateau de Saclay, votre circonscription, à Centrale-Supélec. Et donc la troisième partie concerne ce lieu. Donc quelles sont pour vous les perspectives de Paris-Saclay dans le futur? Paris-Saclay, grand projet de développement universitaire, industriel, technologique, avec des grands établissements publics, des grands établissements privés, des laboratoires de recherche, le tout dans un périmètre restreint, avec une synergie, oui, tout ça on en a parlé, et tout ça c'est vrai. En revanche, ne pas parler de Paris-Saclay comme d'une Silicon Valley à la française. Ça n'a pas de sens. Premièrement, parce que le simple fait de vouloir copier quelque chose qui existe déjà ailleurs veut dire qu'on se met à la traîne. Et ensuite, parce que ça oublie le deuxième aspect fondamental de Saclay, qui est que c'est un plateau agricole. De longue date, agricole emblématique, très connu. Et la vocation de ce lieu, c'est d'être un point de rencontre entre le monde agricole et le monde de la recherche. Et c'est l'un des axes que nous développons au comité consultatif de l'établissement public d'aménagement Paris-Saclay. Donc ça, c'est une autre de mes casquettes, pour le coup en circonscription. Je préside ce comité consultatif dont le travail est d'effectuer des auditions très régulières de différents acteurs impliqués sur le plateau de Saclay et autour, au niveau de toute la communauté Paris-Saclay, sur des thèmes tels que les transports, bien sûr, l'identité urbaine, architecturale d'ensemble du plateau de Saclay, la synergie, la coordination, les échanges entre le monde de la recherche et le monde agricole, par exemple les recherches sur la baisse des engrais, des pesticides, tout ce que vous voulez, les recherches sur le développement des circuits courts, etc. Sont aussi des thèmes tels que le développement économique local. Quelles vont être la densité de lieux dans lesquels vous allez, étudiants, pouvoir faire la fête pas loin d'ici, profiter des restaurants, etc., etc. Et tout en profitant des belles ressources de votre belle école, pouvoir aussi sortir et trouver qu'il y a de la vie sur le plateau de Saclay à l'extérieur de votre école. Tous ces thèmes-là, on les aborde dans ce comité consultatif. Et ça nous arrive d'ailleurs d'avoir des représentants du monde étudiant dans nos auditions, évidemment. Merci Monsieur Villani. C'est la fin de cette première question où nous posions des questions. Nous allons maintenant passer à une deuxième partie de cette conférence où nous avons demandé nos téléspectateurs de poser leurs questions sous format vidéo. Et nous commençons tout de suite par une première question. Bonjour Monsieur le député. À plusieurs reprises, vous vous êtes positionné en faveur de l'accélération du projet du Grand Paris et avez déploré l'état d'avancement et de gouvernance de l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay. Vous avez notamment déclaré à propos de la construction de la ligne 18 qu'un rallongement des délais d'implantation était insupportable au vu des ambitions de faire du plateau de Saclay un technopôle français par excellence. Cependant, le rapport de la commission d'enquête publique de juillet dernier, bien qu'ayant validé le projet, relève le questionnement suivant sur l'impact environnemental de l'installation. Je cite, « Ainsi, la construction en zone sensible de la gare et la mise au sol du viaduc témoignent que la protection de l'environnement et les mesures compensatoires restent des variables d'ajustement. » Fin de citation. D'autre part, les associations parties prenantes ont relevé le coût carbone très élevé de la structure et l'absence de rentabilité carbone de l'installation. Enfin, l'installation d'un tel projet impliquera une urbanisation accrue, encourageant de fait l'étalement urbain sur une zone de biodiversité riche. Au vu de ce cadre, et au vu de votre engagement récent au sein du groupe parlementaire Écologie, Démocratie, Solidarité, quelle est alors votre vision écologique du projet d'aménagement de Paris-Saclay ? Comment, en tant que député et scientifique aguerri, vous positionnez-vous et quelles mesures prenez et prendriez-vous face aux enjeux de la disparition de la biodiversité, la destruction de leur habitat étant justement l'une des premières menaces sur sa disparition. Premièrement, ici, on est sur un enjeu délicat, important, comme on a partout en France, cohabitation du développement et de la préservation. Et il faut savoir dans quel ordre on prend les choses. En premier, la préservation, en deuxième, le développement. Ce qui veut dire, par rapport à toutes les interrogations sur la possible destruction d'habitat, sur l'impact de la ligne 18, la première chose, c'est le renforcement
la sécurisation, le débat public maximal sur la zone, la ZPNAF, la zone de protection naturelle, agricole et forestière. Nous sommes le seul territoire dans lequel ce dispositif ZPNAF a été inscrit dans la loi. Partout ailleurs, il n'est pas à un tel niveau de normes. Et il y a une raison pour ça, c'est qu'il y a eu une action importante de la part d'associations comme Terre et Cité et d'autres dans ce territoire pour dire nous avons besoin d'une ZPNAF, nous avons besoin d'une zone qui soit forte. J'ai pu lire ici et là des interrogations disant cette charte, cette loi, cette ZPNAF, c'est juste une charte, c'est pas assez contraignant. C'est pas vrai. C'est très contraignant. Et s'il faut le rendre encore plus contraignant, on le rendra encore plus contraignant. Quand je dis déjà très contraignant, ça veut dire que régulièrement, les élus se plaignent en disant à cause de la ZPNAF, on n'arrive pas à faire telle construction, on n'arrive pas à faire tel aménagement, on n'arrive même pas à faire tel aménagement qui est demandé par une association de protection de l'environnement. Et c'est vrai, mais c'est bien pour ça que c'est fait. Ces lois, ces règles contraignantes, elles sont là pour nous ligoter nous-mêmes en tant qu'être humain participant au développement et empêcher que dans l'avenir, quelqu'un se mette à grignoter ceci, grignoter cela. Et le fait que la ZPNAF, elle ait été... Alors, il y a eu des discussions presque sur chaque hectare, hein, les, je ne sais plus, 2450 hectares ou quelque chose comme ça qui ont été sanctuarisés, ça a été acquis de haute lutte. Ici, ce qu'il faut bien voir, c'est que le danger, le drame, pour moi, le plus scandaleux par rapport à ces enjeux, c'est que ce soit le seul territoire où ce soit inscrit dans la loi. Là où les autorités environnementales, les associations et tout, et les agriculteurs et les écologistes nous alertent sans cesse, et il y a un rapport du CESE tout récemment là-dessus, sur l'urbanisation massive, généralisée un peu partout en France, avec la disparition de zones gigantesques à un rythme extrêmement fort. Alors, il est vrai qu'ici, on a un point sensible, parce qu'il y a le besoin de desserte de ce territoire dont on sait, dont on voit qu'il est enclavé de façon forte, qu'il est peu desservi en transport, et le fait que, juste à proximité immédiate, il y a les territoires à préserver. Ben, c'est l'enjeu. Mettons toutes les procédures en œuvre pour que ce soit juste impossible à l'avenir de mordre sur ces ZPNAF. Personnellement, je suis très favorable à ce que les dispositifs comme celui-ci, et encore plus contraignants si on veut, ils soient multipliés à l'échelle de la France, à l'échelle de l'Île-de-France en particulier. Vous vous souvenez du débat sur le triangle de Gonesse et le projet EuropaCity et tout ce que vous voulez. Et il y en a beaucoup d'autres à travers l'Île-de-France où le gros enjeu, c'est mettre en place des zones avec une haute norme de protection. Ce n'est pas très populaire comme idée, ni auprès des maires, des aménageurs qui aiment bien garder de la marge pour construire, pas forcément non plus auprès des agriculteurs, qui souvent, quand ils n'ont pas de repreneurs, espèrent bien pouvoir revendre un terrain constructible, et donc avec bien plus de valeur marchande à négocier sur place, mais ça fait partie des grands enjeux de société. Alors, donc la réponse en tout cas à la question, elle est là, c'est à travers une protection réglementaire et dans la loi extrêmement forte qu'on parviendra à éviter à l'avenir, que ce soit moi, que ce soit d'autres députés dans l'avenir, que ce soit d'autres, toute urbanisation intempestive de cette partie à préserver. Alors maintenant, qu'on soit clair aussi, si on ne fait pas du tout de ligne 18, en particulier s'il n'y a pas le raccordement, un raccordement lourd à gros débit allant de Orly jusqu'à, disons, la station CEA Saclay ou Orsay, s'il n'y a pas ce tronçon-là, vous vous retrouvez avec les écoles qui sont déjà installées ou d'autres, les établissements qui vont se remplir ici, et plein de monde qui va venir, mais qui au lieu de venir en transport en commun, viendra en voiture, avec un bilan carbone désastreux et avec des embouteillages désastreux aussi. Très bien, merci Monsieur Villani pour cette réponse. Donc, si on a encore une question vidéo. Est-ce qu'on peut soit Bonjour Monsieur Villani, je m'appelle Adrien Sautemont et je suis en école d'ingénieur aux arts et métiers. Et j'aurais une question à la fois simple et compliquée pour vous. Comment les futurs ingénieurs que nous serons
Et les jeunes ingénieurs peuvent-ils lutter contre le greenwashing qui retarde sans cesse le progrès écologique? Bon sang, le greenwashing, ça c'est un sujet... quand vous êtes dans la machine parlementaire et quand vous voyez sans arrêt arriver du greenwashing, comme on dit, du verdissement, soit ça peut venir d'un gouvernement, ça peut venir d'une entreprise, ça peut venir de partout. C'est un sujet qui est très très présent. Comment est-ce qu'on peut lutter? En faisant à chaque fois intervenir les voix différentes. Hein. Le fait d'avoir un lobby qui vous présente telle opération de greenwashing n'est pas un problème si vous avez aussi la voix contraire, contradictoire, qui vient vous donner l'autre point de vue, et que vous êtes là en train d'essayer d'arbitrer entre les deux points de vue. Et puis, dans les jours d'aujourd'hui, une formation à l'esprit scientifique et en particulier à l'esprit critique est indispensable. C'est devenu extrêmement difficile dans un contexte où tous les camps se réclament de la science et vous faites traiter d'obscurantistes de tous les côtés. Je l'ai vécu presque physiquement dans certains débats, pris à partie par des pro-pesticides et par des anti-pesticides, les uns et les autres me disant, enfin, vous qui êtes de formation scientifique, vous voyez bien, et à chaque fois j'ai été interpellé de bonne foi. Mais évidemment, d'abord, les tendances changent aussi dans la science, et quand vous discutez avec l'INRA aujourd'hui, ce n'est pas la même chose que discuter avec l'INRA il y a 10 ans, en termes d'objectifs, en termes de façon de voir leur rôle. Et puis, sans bons experts au préalable, vous ne faites rien. Je vais prendre juste l'exemple, et je terminerai là-dessus, un dossier sur lequel j'ai beaucoup travaillé en tant que parlementaire, les néonicotinoïdes. Et j'ai travaillé avec d'autres collègues parlementaires, en particulier Delphine Batteau, qui était très, très, très engagée, très en pointe sur ces sujets-là. On l'a travaillé comme il faut le faire, c'est-à-dire avec un énorme travail de fond, de lire des articles, de rencontrer des experts, d'écouter en contradictoire et de se préparer avant. Et ça change tout. Je veux dire, je me souviens, par exemple, certains sujets, je vois passer un argumentaire disant en gros, pour telle et telle raison, les néonicotinoïdes, la réintroduction pour les betteraves, c'est pas grave, et argumentant ci et ça, je regarde ça en me disant, mais leur argumentation a l'air solide. 10 jours plus tard, après avoir potassé le sujet, lu les références, rencontré l'article, je voyais l'argumentaire et je voyais que j'étais capable moi-même de le démonter. Donc, j'avais atteint le niveau de familiarité avec la technique du sujet tel que je pouvais le démonter. Et donc, dans ces sujets, pour lutter contre le greenwashing, ne pas hésiter à rentrer dans la technique et aller au fond du dossier et le plus possible en amont. Merci pour cette réponse. Nous allons maintenant passer à la question suivante. Bonjour monsieur le député, Colin Pruvot. D'abord merci pour cette conférence. Je vous ai d'ailleurs écrit sur un sujet similaire. Donc je voulais savoir, vous qui êtes scientifique, comment faire quand on prend parti politiquement, publiquement, pour ne pas déroger à la neutralité scientifique. Merci. Pas sûr d'avoir compris. Comment faire pour ne pas déranger à la neutralité scientifique. Mais en tant que quoi? En tant qu'homme politique. En tant que politique. Oui. Neutralité scientifique est un concept dur à définir. Il y a toujours des partis pris et des doses de valeur dans les sciences, et il n'y a pas de règles qui vous disent il y a tel ou tel truc qui est objectif ou pas. Alors parfois, souvent, c'est le temps, le consensus qui passe pour changer les avis des scientifiques. On dit souvent chez les scientifiques que c'est le remplacement des générations bien plus que le débat qui permet de convaincre les uns et les autres. Ça m'arrive de faire des conférences sur l'histoire de l'âge de la Terre, le débat sur l'âge de la Terre avec Lord Kelvin, la façon dont il n'a jamais été convaincu par les explications sur la Terre vieille. Il avait beau être le meilleur physicien incontesté de son temps, il ne pouvait pas croire que la Terre soit âgée de plusieurs milliards d'années. Et jusqu'à la fin, il a produit des articles et des raisonnements pour aller contre ça. Cet exemple-là, premièrement, il vous appelle à l'humilité. Vous avez beau être le meilleur scientifique du monde, vous pouvez très bien vous laisser embarquer par une idée fausse et vous tenir accroché toute votre vie. Et cependant, à la fin, c'est toujours
la position, le consensus, la bonne idée, quand on regarde l'histoire des sciences, qui finit par gagner, ça peut prendre très longtemps. Il y a des exemples où ça a pris plusieurs siècles. Et pour la question neutralité, on pourrait dire, oui, mais c'est neutralité par rapport à des choix de société, par rapport à des choix de vie, par rapport à des valeurs politiques. Souvent, même de façon inconsciente, parfois, il y a derrière des questions de choix de vie. Quand Jean-Marc Jancovici prend position avec des arguments scientifiques sur la question de la décarbonation, certainement qu'il y a aussi, de façon consciente ou inconsciente, derrière des valeurs liées à la sobriété, liées aussi au partage. Par exemple, on pourrait dire décarbonation, c'est pas grave, mais peut-être que certains ont le droit d'avoir une empreinte carbone monstrueuse si tout le reste ne le fait pas. Quand vous analysez ça en tant que scientifique, forcément, vous faites aussi des choix de société implicites ou pas dans vos modèles. J'ai insisté plusieurs fois ici sur la multiplicité des voix. C'est le plus important. En tant que politique, vous laissez, quand vous vous instruisez, quand vous écoutez les uns les autres, vous laissez s'exprimer tous les points de vue et vous laissez s'exprimer tout le contradictoire avant de prendre une décision, une position et d'expliquer pourquoi vous prenez telle position plutôt que telle autre, vous êtes dans votre rôle. Et chercher une neutralité complète, c'est à coup sûr inaccessible. Merci Monsieur Villani. Si on a une autre question encore. Bonjour, je m'appelle Ajar. Ma question est la suivante. Aujourd'hui, plus que jamais, nous nous trouvons en tant qu'ingénieurs tiraillés entre nos valeurs personnelles, nos convictions et notre rôle dans notre entreprise ou notre statut technico-solutionnaire. Comment résoudre alors ce dilemme? Comment concilier notre éthique personnelle avec des considérations plus pragmatiques du travail? Alors, premièrement, si votre boulot dans une entreprise est contraire à vos valeurs ou votre engagement de citoyen, si par exemple vous êtes dans une entreprise, si par exemple vous êtes persuadé que la sobriété numérique au sens du travail vers une diminution de l'empreinte liée au numérique par rapport à l'énergie ou par rapport au hardware, par exemple vous êtes convaincu que c'est important de le réduire et vous êtes convaincu que votre entreprise va en sens contraire, il y a que deux solutions. Hein. Soit vous pensez que vous allez pouvoir faire changer les choses dans l'entreprise, soit vous ne pensez pas et vous démissionnez et vous cherchez un autre job. Là, il faut être très très clair et aligné là-dessus. De la même façon, je dirais en politique, quand vous découvrez que vous n'êtes pas raccord avec votre parti, soit vous persuadez que vous allez pouvoir changer les choses de l'intérieur, soit vous changez de parti. Merci pour cette réponse. Nous allons passer à une prochaine question. Je vais vous poser une question par rapport à votre groupe parlementaire, le groupe Écologie, Démocratie, Solidarité, dont vous étiez membre auparavant et qui a dû être dissous il y a quelques semaines suite au départ d'une des membres. Et justement, à ce propos, je me posais la question de savoir quelles ont été les différences par rapport au levier d'action que vous aviez avec ce groupe justement en tant que groupe parlementaire à l'Assemblée et par rapport à maintenant, vous pouvez plus bénéficier de ce statut et quelles ont aussi été les différences de stratégie, peut-être s'il y en a eu. Maintenant que ce groupe n'existe plus, est-ce que vous avez changé de stratégie sur le point de vue politique pour faire passer ces idées au grand public? Voilà, merci. Avec un groupe parlementaire, on est beaucoup plus fort que sans groupe. Beaucoup plus fort parce qu'il y a une équipe de collaborateurs qui travaillent, qui instruisent les dossiers. On avait 7 collaborateurs. Nous étions donc, un groupe, c'est minimum une quinzaine. Et nous étions au début un petit peu plus, puis on est descendu en dessous effectivement. À 14, on a été dissous, 15 est le minimum. Et le fait d'avoir les collaborateurs, plus de richesse dans les ressources humaines, et puis aussi des temps de parole qui sont garantis par les règles de l'Assemblée nationale, c'est considérable. On est encore organisé, je dirais les 2/3 de l'ancien groupe sont toujours coordonnés de façon informelle, en collectif, en continuant à garder des relations étroites avec nos anciens collaborateurs, en se coordonnant pour nos prises de parole, pour nos prises de position. Nous publions encore des communiqués régulièrement sur le collectif EDS.
Et pour moi, c'est beaucoup plus fort que juste une position de député seul. Et on va continuer tant qu'on peut. Mais évidemment, un vrai groupe parlementaire, c'est encore mieux. Pour l'instant, officiellement, je suis non inscrit et j'ai migré dans l'hémicycle aussi. Vous ne m'avez pas encore vu. Quand il y aura les images et questions au gouvernement, vous verrez que j'ai été complètement déménagé au niveau de ma position physique dans l'hémicycle. Mais bien plus important, il n'y a plus de temps de parole réservé. Avant, quand vous êtes dans un groupe sur n'importe quel sujet, il y a un temps de parole qui est réservé pour que vous puissiez vous exprimer. Et puis, des facilités qui vous sont apportées. Ce n'est pas le cas quand vous êtes non inscrit. La conférence touche à sa fin. Merci Monsieur Villani, au nom de Symposium et de toute l'école. Je vous remercie d'être venu pour nous parler d'un sujet qui nous touche de très près. Si vous avez un dernier mot, je vous propose de clôturer cette conférence. Oui, je voudrais revenir sur ici l'enjeu de ce plateau. Et vous êtes au cœur de l'enjeu de ce plateau. Et je répète, ce n'est pas une Silicon Valley à venir. C'est forcément l'identité du plateau de Saclay, un pôle universitaire et agricole. Et vous pouvez tourner le truc dans tous les sens. Si c'est pas, tant que ça ne sera pas un plateau sur lequel les deux seront en synergie l'un avec l'autre, ça n'aura pas de sens, ça sera une construction dépareillée et dans laquelle chaque camp regardera l'autre avec circonspection ou avec défiance. Les agriculteurs se disant ce pôle universitaire veut venir envahir nos terres, bétonner tout ça, et d'autres de côté universitaire se disant, à cause de toute cette agitation autour de la protection, si ça se trouve, il n'y aura jamais de transport en commun décent, et ça restera toujours un campus isolé du reste du monde, à la merci d'une coupure de la N118 ou qui sait quoi. La synergie entre les deux, le contact est fondamental. Le comité consultatif que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est l'un des lieux où ce contact peut se faire, où les gens se retrouvent autour de la table. Mais le manque de connaissances réciproques de ce monde est pour moi un facteur de fragilité pour la construction de l'ensemble et pour la construction d'avenir sur lequel il faut revenir. Donc c'est votre rôle aussi que de vous souvenir de cette double identité et à la fois d'être parfaitement dans votre rôle d'ingénieur de Saclay et dans votre rôle d'un plateau d'habitants, d'un plateau agricole et de monter, pourquoi pas, vos séminaires dans lesquels vous invitez des agriculteurs, vous réfléchissez ensemble à la façon dont les ingénieurs vont pouvoir leur faciliter la vie et vous vous retrouvez aussi sur le terrain. Une fois que la confiance réciproque est là, les questions, les inquiétudes fortes telles qu'elles peuvent s'exprimer ici, elles seront dissipées. Et elles seront dissipées de façon bien plus certaine par la connaissance mutuelle et réciproque étroite que par une annonce de tel ou tel ministre du gouvernement. Merci.